Voilà, alors aujourd'hui, je vais parler de la civilisation. Je vais commencer une série de vidéos qui va traiter de la civilisation. Et je vais montrer, de même que le travail, j'ai montré que c'était de la merde, et ben je vais montrer que la civilisation et tout ce qui fait nos valeurs actuelles, c'est de la merde aussi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va passer dans les poubelles de l'histoire. Et je vais détailler d'où vient la civilisation. Et en premier, je vais parler dans cette vidéo de la domestication. Qui est le présupposé de la civilisation. Je vais expliquer quels sont ces termes et comment il faut les comprendre. Et je vais donner des exemples très précis. Je vais essayer d'être très très concret sur ce coup-là. Alors, jusqu'à maintenant, la domestication et la civilisation étaient conçues comme des inventions. C'est-à-dire, on pensait que c'était quelque chose un peu miraculeux sur lequel on était tombé dessus et qui avait amélioré grandement notre façon de vivre. Et pensez donc qu'on est passé de l'état d'homme des cavernes qui crevait de froid dans les contrées nordiques et qui bouffait du renne à aujourd'hui un avenir merveilleux, radieux, où je suis chauffé par un poêle à bois en fonte, mais bon, la plupart des gens sont même chauffés au nucléaire, et donc ont bien chaud chez eux, où on mange une nourriture variée et de qualité, et on vit jusqu'à 80 ans. Donc ça paraît une évidence. Donc ça, c'est la théorie classique, c'est-à-dire c'est pas une théorie, c'est en fait une mythologie qui considère que c'est quelque chose de génial, et tellement évident, et que donc c'est une découverte et que ça s'est imposé aux hommes comme étant supérieur. C'est une mythologie, pourquoi ? Parce que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Alors c'est une mythologie qui s'impose dans nos manuels scolaires, c'est-à-dire que dès tout petit on apprend à l'école, en fait l'école c'est quelque part, l'école est là pour former des bons petits agents du système, des bons petits agents de la civilisation, des bons petits ouvriers, des chevilles ouvrières. En fait, on est là pour jouer un rôle et on nous apprend tout petit, on nous formate pour ce rôle-là. Et donc, il est évident que l'école ne peut que faire l'apologie d'un système puisque c'est sa raison d'être. Ce système est ce qui fait qu'il y a l'école, en fait. Alors, pourquoi c'est faux ? Pourquoi la civilisation n'est pas quelque chose qui s'est imposé miraculeusement aux êtres humains ? Eh bien, on le sait maintenant parce que, contrairement à ce qu'on racontait à l'apogée de la République, de l'école, etc., des Lumières, etc., on le sait maintenant parce que, disons, on a maintenant une connaissance scientifique. C'est-à-dire que le développement de nos sociétés fait que ça a apporté notamment des développements techniques mais aussi scientifiques. Et le développement scientifique des connaissances sur l'histoire, notamment l'archéologie, disons, nous a permis de remettre en cause ce caractère génial de la technologie. C'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça. Et donc, c'est apparu récemment, notamment dans les bouquins de Diamond. Enfin, c'est pas apparu avec Diamond, mais disons qu'il a synthétisé un ensemble de résultats archéologiques et il a popularisé un ensemble de résultats archéologiques récents qui retracent la naissance de la civilisation et donc de la sédentarisation de la civilisation et montrent qu'il ne s'agit en rien d'un progrès, mais de quelque chose qui s'est imposé par un état de fait. Alors voilà le bouquin de Diamond, la collapse, mais avant il y a eu Guns, Germs and Steel, qui s'est traduit en français par, je crois, de l'inégalité parmi les sociétés ou quelque chose dans le genre. Et donc un livre qui explique, enfin un ensemble de textes qui explique qu'en fait la civilisation que c'est pas une valeur absolue qui, dans cette mythologie occidentale, pourrait justifier même la colonisation, puisqu'il y aurait une supériorité des civilisations en fonction de leur degré d'avancement, et que ça serait quelque chose de miraculeux. En fait, Diamond démontre qu'il s'agit juste de concours de circonstances, et qu'il explique un peu comment est née la civilisation occidentale, et il montre notamment que la naissance, qu'il y a quand même un grand sens, disons, montré de façon définitive, mais il montre qu'il y a quand même une grosse corrélation
entre la densité de population, disons, et la naissance de civilisation. Et donc, ce qu'il montre aussi, c'est que la civilisation n'est pas quelque chose qui était un progrès, c'est-à-dire que si on retrace la naissance de la civilisation, on voit qu'en fait, il s'est d'abord agi bizarrement, plutôt d'une régression. Et que c'est que très très récemment que la civilisation a permis un grand progrès. Alors je vais détailler ce paradoxe aussi. Et ensuite, donc, je ne sais pas si je le ferai probablement pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, j'irai plus loin en parlant de ce bouquin d'un type dénommé Craig Dilworth. Alors je ne suis pas vraiment convaincu par sa façon d'écrire, c'est un peu fouillis. Craig Dilworth, Too Smart for Our Own Good. The Ecological Predicament of Humankind. So, je ne sais pas, ça n'a pas été traduit en français encore. Et lui, je pense, va beaucoup plus loin et explique, disons, à une lecture lumineuse de l'histoire au regard de la population. Il explique justement que la civilisation a été un pis-aller qui s'est imposé par l'accroissement de la population, et donc je détaillerai sa thèse. Mais tout commence, avant la civilisation, par la domestication. Alors les termes sont très importants, et je vais expliquer là maintenant ce que c'est que la domestication. La domestication, c'est une idée qui décrit, disons, l'écosystème actuel qui gravite en gros autour de l'homme. C'est-à-dire que la nature a pris un visage particulier, disons, ces derniers 10 000 ans, qui a été façonné par l'homme et qui gravite, disons, l'écosystème maintenant gravite autour de cet écosystème qu'on peut considérer comme défiguré par rapport à l'écosystème primitif. Alors, j'expliquerai comment il est né. Gravite autour de la maison. Donc la domestication, ça fait part, il y a le mot domus, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire ça, le foyer, l'homme qui sédentaire, qui façonne la nature, et donc il y a un écosystème artificiel qui se crée, qui se façonne autour du foyer, de l'homme, puis plus tard de la maison. Et ainsi naît, disons, un ensemble d'espèces artificielles, qui sont des espèces qui ne survivraient pas dans un milieu sauvage, mais qui se sont adaptés à cette modification de l'écosystème et qui sont devenus nos compagnons et qui nous permettent aujourd'hui d'exister en tant qu'être humain, et en tout cas qui historiquement nous le permettent, même si certains aujourd'hui prétendent qu'on pourrait manger que des plantes, etc. Historiquement, ce sont grâce aux poules et aux chevaux que l'on est là, puisqu'il fallait une force animale avant les tracteurs, etc. Donc ce sont tous ces animaux, et les plantes aussi sont domestiquées, c'est-à-dire que le blé n'est pas une plante... est issu d'une plante naturelle, mais il n'est pas lui-même, il ne survit pas, le blé tel qu'on le cultive actuellement ne survivrait pas à l'état sauvage. Donc les plantes sont aussi des plantes qui sont domestiquées. La plupart des plantes que nous avons autour de nous, dans nos jardins et sur les étals de nos marchés. Alors, comment a eu lieu la domestication? Alors la domestication, donc, c'est une réaction à la présence et à la densification de l'homme, de l'espèce humaine. C'est-à-dire que tant qu'il y avait peu d'hommes sur Terre, les animaux sauvages vivaient dans leur coin, et les hommes de leur coin. Et les hommes étaient des animaux sauvages comme les autres, c'est-à-dire que c'était des animaux qui étaient, disons, plus ou moins en équilibre avec un écosystème, et qui avaient un impact assez faible sur celui-ci. Et celui-ci restait un écosystème divers, varié, et l'homme n'était que, disons, un epsilon, une perturbation assez légère, comme toutes les espèces. Puis, l'homme s'est densifié. Alors ça, il faudra expliquer pourquoi il s'est densifié. C'est ce qui ressort dans le bouquin de Craig Dilworth, qui est assez bien expliqué. L'homme s'est densifié et finalement s'est imposé aux animaux, à la plupart des animaux, dans beaucoup d'écosystèmes, et à l'homme lui-même, un processus de domestication. Donc la domestication, c'est en fait la réaction d'espèces humaines, d'espèces animales, inclusive l'homme, à la densification, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes. Et donc on devient domestiqué, c'est-à-dire que pour survivre en état en état dense, sont sélectionnés des caractères particuliers. J'expliquerai lesquels, entre autres, certains, parce que c'est quand même un phénomène assez complexe. Il y a plusieurs caractères qui sont sélectionnés, mais il y a des caractères fondamentaux qui font qu'on est domestiqué, et que, par exemple,
on survit dans ces sociétés denses. Alors originellement, avant 10 000 ans, puisque la domestication a eu lieu il y a à peu près 10 000 ans, un peu plus, et pour les hommes probablement même un petit peu plus quand même. Avant la domestication, les hommes vivaient dans des petits groupes qu'on peut retrouver actuellement chez les chasseurs-cueilleurs qui existent encore. Là, probablement, il y avait des différences tout de même. Parce que c'est pas tout à fait comparable, mais on peut imaginer, d'après les données archéologiques qu'on a, c'était des petits groupes assez petits et avec des liens dans ces groupes très très différents de ceux qui sont nés au moment de la domestication. Et la domestication, pour atteindre qui est caractérisée par une sédentarisation, a sélectionné parmi les hommes des comportements à la fois culturels et probablement génétiques différents. Alors si on regarde les animaux, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les animaux domestiqués présentent des caractères particuliers. Ils présentent déjà des couleurs et des formes qui ne sont pas présentes à l'état sauvage dans les espèces, puisque dans les espèces mères. Par exemple, si on prend le chien, les chiens ils ont des formes vraiment rigolotes, ils ont des oreilles qui pendent, ils aboient bizarrement, ils ont un pelage qui peut, par exemple l'agora qui est complètement ridicule dans la nature, c'est-à-dire qu'il ferait qu'il n'ait aucun avantage de survie à l'état sauvage. Certains sont gros, certains sont courts sur pattes, enfin autant de caractéristiques qui fait qu'à l'état sauvage ils ne survivent pas. Alors d'où vient cette divergence ? En fait, il y a une certaine diversité génétique même dans les animaux sauvages, mais elle ne s'exprime pas parce que la sélection naturelle ne permet pas cette expression dans un environnement sauvage. Et il y a eu plusieurs théories sur la sélection des animaux, quels étaient les caractères qui faisait comment expliquer justement cette diversité parmi les animaux domestiques. Par exemple, si on prend les poules, on a plusieurs types de races. Bon, elle va se calmer cette poule. Hello. Alors je vais vous montrer après ma petite copine. Donc, si on prend les poules ou les chats, il y a différents types de races, et on a pensé que c'était les hommes qui avaient sélectionné ce qui leur plaisait. Et en fait, c'est faux. C'est faux, et c'est un Russe qui l'a démontré sur des renards, sur un type de renard qui vit en Sibérie. En fait, il a réussi à obtenir à peu près les mêmes caractéristiques que les chiens en quelques générations seulement, en sélectionnant des renards non pas sur des caractéristiques particulières, mais simplement sur le fait de pouvoir les domestiquer. C'est-à-dire qu'il a sélectionné, il a pensé, comme ce qui est évident, et je vais le montrer après sur des cas pratiques que tout le monde peut faire en élevant des animaux. Il a donc sélectionné le caractère qui lui a paru fondamental pour pouvoir domestiquer quelque chose, c'est éliminer l'agressivité. En effet, si des individus sont trop agressifs, on ne peut pas les domestiquer. On ne peut pas les approcher, on ne peut pas les tenir, on ne peut pas les diriger, donc c'est impossible de les domestiquer. Et donc le caractère fondamental de la domestication, c'est d'éliminer progressivement l'agressivité. Et ça se fait tout seul, c'est-à-dire que c'est une évidence. Si on va prendre un animal qui peut cohabiter avec les êtres humains, qui va venir bouffer les ordures, un chien ou un loup qui viendra bouffer des ordures, pourra être domestiqué. C'est un loup qui n'a pas peur des hommes, qui n'a pas un comportement rédhibitoire, sera domestiqué. Celui qui reste agressif ne sera pas domesticable. Donc, à l'état sauvage, il y a toujours des divergences des différences entre les individus. La nature est diverse, mais la sélection au sein des animaux sauvages fait que tant que l'homme était un prédateur disparate, il était plutôt avantageux de rester agressif pour les loups, pour tout un ensemble d'animaux. Mais une fois que les hommes ont été excessivement présents dans l'écosystème et qu'ils ont, par exemple, détruit toute la faune sauvage sur laquelle se nourrissaient les loups, il devenait avantageux de vivre sur les ordures des hommes, par exemple de manger les restes de viande ou d'ordures comme pouvaient faire les loups et comme le font les chiens actuellement. Et donc certains caractères ont été sélectionnés. Et ce qu'a remarqué le Russe, c'est qu'il a fait il a pris deux souches de ces renards de Sibérie, une extrêmement agressive et l'autre plutôt, avenante. Il les a séparés et il a sélectionné au fur et à mesure d'un côté de plus en plus agressif et de l'autre de plus en plus avenant au fur et à mesure des générations. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'une des
La souche agressive gardait les caractéristiques du renard initial, alors que la souche... elle va se calmer. Allez, du calme, du calme. Alors que la souche agressive, la souche pleine d'adrénaline, etc., d'hormones de réaction au stress très forte, la souche non agressive, prenait des caractéristiques des chiens domestiques, c'est-à-dire qu'apparaissaient des couleurs blanches qui sont par exemple qui sont voyantes dans la nature, qui ne sont pas les couleurs originelles de camouflage, et un tas de caractéristiques physiques dans la morphologie qui rappellent exactement la diversité de morphologie qu'on obtient avec les animaux domestiques tels le chien. Et donc il a créé des renards domestiques en juste quelques générations, et aujourd'hui l'Institut, parce que c'est interdit, l'Union soviétique, il n'est pas question de parler de génétique, donc ce type-là fait tout ça clandestinement, je crois qu'il vendait la fourrure, etc. pour financer ses expériences, mais toutes ces variétés sélectionnées ont survécu. Aujourd'hui l'Institut vend de très jolis renards domestiqués. Alors c'est donc l'agressivité qui explique la domestication, enfin qui est la source de la domestication, c'est-à-dire éliminer l'agressivité, et particulièrement pour ceux qui ont fait l'expérience d'un peu d'élevage, c'est le mâle agressif qu'il faut éliminer. Par exemple, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer donc des animaux pour illustrer ça. Je vais vous montrer les poules et les lapins. Alors, pour montrer qu'il y a une différence déjà, c'est que les lapins, il y a différentes races, etc. Ils sont bien domestiqués actuellement, mais on peut constater que c'est une domestication plutôt récente. Et comment on le constate? C'est que les lapins sont quand même assez agressifs. Par exemple, là, j'ai essayé de vous attraper un lapin, j'ai pas réussi pour ma vidéo. J'en ai marre de me faire griffer, c'est des géants des Flandres. Et ce que j'ai constaté sans les élevant, c'est que j'avais des mâles très agressifs, qui font de la bonne chair, mais que c'est les premiers que je tue, parce que ils m'abîment les femelles, etc. Donc c'est clair que quand on a une femelle qui a toutes les oreilles bouffées, qui est sévèrement handicapée, qui n'arrête pas de se faire sauter tous les quarts d'heure par ce mâle, on est non seulement obligé de les séparer, mais c'est le premier dont on se débarrasse en général. Et le lapin lui-même est plutôt agressif. En fait, le lapin est d'une domestication assez récente et il nous voit encore comme des prédateurs, c'est-à-dire que quand on l'approche, en général, il est un peu curieux, mais il s'enfuit assez vite et il est assez sur ses gardes. C'est pas le cas de la poule, qui est de domestication assez ancienne. Ensuite, il y a un autre comportement, c'est que ce sont des animaux qui, les poules, contrairement, ce sont des animaux qui ont une certaine, déjà au départ, domestication intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe, ils peuvent vivre en groupe, et il y a une certaine socialisation au sein des poules. Donc c'est une autre caractéristique. Mais c'est aussi une espèce qui a été sélectionnée depuis très longtemps, et ça se voit tout de suite, elle est complètement passive par rapport à sa variante sauvage qui fuit probablement beaucoup plus vite. Alors, comment on le démontre? Là, j'ai une poule à côté de moi. Alors, la poule, pourquoi elle a été domestiquée? Parce qu'elle fait partie de l'écosystème humain. C'est-à-dire que la poule, voilà, si je vais montrer ma poule, Lisa Rousse, tu viens. Allez, viens. Elle est restée sagement dans sa cage. Aucun problème pour l'attraper. Elle me suit tranquillement. Là, oh là là, quand même. Là, voilà, la caméra, vas-y. Hop, c'est là. Elle ne sait pas où est la caméra, alors. Hop, là, elle est sur le clavier, là, hop. Voilà, hop, t'es là, là, regarde, là. Hop. Voilà, alors elle est là, vous voyez, hop, elle est un peu perdue quand même, elle n'a pas l'habitude. Mais enfin, elle fait pas de bruit, ça glisse, c'est pour ça qu'elle aime pas. Oh merde, elle est en train de me rayer la table. Bon, on va la laisser là. Voilà, alors, voilà, on a Poupoule. Alors, ça bouge un peu, on voit pas grand chose, mais elle est là. Alors, elle va pas bouger, vous inquiétez pas, c'est une poule, elle est très bien domestiquée, ça fait des générations, alors son cerveau est un peu réduit par rapport à la poule initiale, elle vole plutôt mal, c'est-à-dire qu'on est obligé de la rentrer et de la sortir tous les soirs.
Et voilà, elle est tranquille, elle ne nous voit pas comme un prédateur, elle nous voit plutôt comme... Voilà, et puis tranquille, on peut la manipuler tranquillement, elle est assez sage. Parfois elle chie dessus quand même. Et elle tape sur les tables, c'est pas bon. Alors, donc c'est pour illustrer qu'il y a une différence dans la poule, c'est une machine domestique, on lui donne du grain, et elle, il en sort ça, quoi. Finalement c'est très utilitaire. Et nous avons sélectionné juste ce qui nous intéressait, et nous avons ainsi domestiqué la poule. Alors, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que l'homme, comme l'animal, a été domestiqué, et la domestication est issue de la sédentarisation, et en fait, on s'est auto-sélectionné pour sélectionner des caractères plutôt pauvres, c'est-à-dire que la poule domestique a des caractères, on a perdu par exemple au niveau de l'intelligence, elle a perdu pas mal, et elle est incapable de survivre, elle a une adaptabilité probablement réduite. Et donc, c'est la condition de la vie en société dense. Donc c'est la domestication, et c'est la même chose pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'on a été domestiqué, et qu'il y a même probablement, et ça c'est un sujet qui mériterait d'être, qui est assez politiquement incorrect et qui mériterait d'être étudié, c'est qu'il y a plusieurs types de domestication, c'est-à-dire plusieurs types de, disons, de types qui ont été sélectionnés en fonction de la position sociale, en fonction aussi des époques, du travail demandé à fournir. Par exemple, quand l'homme chassait d'abord au javelot, il y avait tel type de corpulence. Puis quand il a été obligé parce que les animaux qui chassent au javelot il y en avait moins, il a été obligé de chasser à l'arc, et l'arc c'est un autre type de corpulence, des bras plus courts, plus forts. Puis après on a dû travailler par martèlement, pour hacher pour tailler les pierres, etc. Donc de type d'esclaves notamment, plus courts, plus robustes, etc. Puis adapté à une alimentation plus pauvre, etc. etc. Donc on est tous domestiqués, et la domestication est un pis-aller qui répond à une densité d'hommes et à un appauvrissement de l'environnement. Voilà, c'était donc le petit cours sur la domestication. Pour aujourd'hui, c'est fini parce que je vais rentrer la poule, elle va me chier dessus aussi. Et donc la prochaine fois, je vais vous parler de la civilisation et je vais expliquer en détail comment ces êtres domestiqués se sont civilisés, avec un petit rappel historique et un petit rappel historique, et je démontrerai donc, je parlerai de l'avenir de la civilisation, qui est un avenir qui n'a pas d'avenir. Voilà, là elle commence à vouloir manger, à plus.